Bien, nous allons reprendre, c'est le deuxième cours sur le paysage australien. J'avais examiné lors de la dernière leçon en quoi l'environnement des aborigènes australiens peut être considéré comme un paysage, si l'on admet toutefois qu'il constitue une forme originale de transfiguration in situ, puisqu'il s'agit en effet du résultat des activités, des actions menées par des agents non humains, les êtres du rêve, les prototypes totémiques, qui jadis laissèrent à la surface de la Terre des signes indiciels de leur passage. Et je notais que l'on se trouve dans ce cas à l'extrême limite sémantique de la définition du paysage comme transfiguration in situ, puisque dans le cas présent, cette transfiguration n'a pas été réalisée de propos délibérés, mais qu'elle a été le résultat accidentel des activités de ces êtres totémiques. Or, les aborigènes ont su transposer ces transfigurations in situ dont ils ne sont pas responsables, dans des transfigurations in visu dont ils sont pleinement responsables et que l'on peut à bon droit considérer comme une iconographie paysagère. Donc la peinture de paysage, si on choisit de l'appeler comme ça, c'est au fond un terme qui est de plus en plus répandu chez les spécialistes de cette question, la peinture de paysage des aborigènes australiens consiste en effet à reproduire dans des images les opérations de genèse de l'environnement jadis mises en œuvre par les actions des êtres du rêve. Autrement dit, il s'agit de transfigurations in visu dans des artefacts iconiques, des transfigurations in situ opérées il y a longtemps par les créateurs de l'ordre du monde. Et c'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui, cette transposition. Ces transfigurations in visu peuvent prendre diverses formes, dont je n'examinerai aujourd'hui que les deux principales. Je rappelle que j'avais abordé longuement la question de la figuration des aborigènes australiens dans un cours il y a 5 ans maintenant, je crois, dans la série sur l'ontologie des images. Mais je me contenterai donc aujourd'hui de résumer brièvement et en axant le cours sur la question du paysage que je n'avais pas abordé de front lors de ces cours. Donc de ces deux formes de figuration, de transfiguration in visu, communes en Australie que je vais examiner aujourd'hui, la plus littérale combine en une seule image des figurations de prototypes totémiques en train d'accomplir une action instituante et des figurations de sites qui sont à la fois le cadre et la résultante de cette action, mais aussi des figurations d'emblèmes qui sont associées au groupe totémique issu de ces événements. Cette représentation d'un ordre spatio-temporel et classificatoire en train de s'actualiser dans un événement ou d'advenir au cours d'un événement est très bien illustrée par une tradition figurative du nord de l'Australie, celle des Yolngu du nord-est de la terre d'Arnhem, sans doute cette tradition qui offre les codes paysagers les plus mimétiques dans cette région du monde, ceux qui ressemblent, disons, le plus à une peinture de paysage. En même temps, peut-être qu'ils sont aussi les codes paysagers les plus difficiles à interpréter, du fait, comme on le verra, de l'extrême polyvalence sémantique de chaque motif, qui peut être lu de différentes façons. Une transformation logique de ce schème figuratif de l'ordre totémique en cours d'avènement consiste à ne figurer que le résultat du processus, à savoir le paysage brut, en omettant de représenter ceux qui en sont la cause.
c'est-à-dire les êtres du rêve. C'est la formule, elle, qui correspond aux peintures des aborigènes du désert central, et j'examinerai donc ces deux schèmes paysagers successivement. Je vous donne la bibliographie que j'ai utilisée principalement aujourd'hui. Je la rappellerai aussi à la fin. Je vais profiter des vacances de Pâques dans 10 jours pour tout mettre sur le site de façon à ce que la bibliographie soit accessible. Je commence donc par le paysage Yolngu. Et les deux sources que j'utilise principalement ici, c'est Howard Morphy, en particulier un livre très important qui est Ancestral Connections, et les travaux de notre jeune collègue Jessica Delargy-Ely. Cette tradition, donc, elle a été étudiée déjà par des ethnologues et elle vient en partie du fait que les Yolngu ont acquis une certaine notoriété internationale sur le marché de l'art par leur peinture sur écorce. Et alors, bon, les Yolngu sont donc dans le nord de l'Australie, ils sont situés au nord-est de la terre d'Arnhem. Donc la terre d'Arnhem est là, et c'est un groupe linguistique, vous voyez, qui est réparti dans cette partie orientale. Ils sont répartis en deux moitiés exogames, qui est une division qui est d'ailleurs régie l'ensemble du cosmos et de ses habitants, de sorte que chaque moitié a ses propres êtres du rêve, dont les activités façonnèrent son territoire exclusivement. Et dans ces histoires qu'on a vues, dans ces récits étiologiques qu'on a vus lors du dernier cours, par exemple, lorsque des êtres du rêve s'approchent du territoire d'une autre moitié, ils passent sous terre, ils procèdent, ils avancent de façon souterraine et ressortent ensuite dans une autre, à l'extérieur, lorsqu'ils reviennent dans le territoire de l'autre moitié. Donc il y a véritablement une bipartition du monde selon les deux moitiés, et l'ensemble des objets du monde sont répartis entre deux moitiés. Toutefois, le collectif détenteur du patrimoine écologique, c'est le clan. C'est un clan patrilinéaire, et chaque clan a des droits sur des sites, sur des territoires, sur des chants, sur des danses, sur des objets rituels, bien sûr, mais aussi et surtout peut-être sur des images, et en particulier le droit de représenter, le droit exclusif de représenter certaines images, lesquelles images sont effectivement des figurations, des sites d'émergence, des êtres du rêve, des prototypes totémiques qui sont associés aussi à chaque clan. Ces images, au fond, sont désignées d'un terme, Mardayin Miji, qui veut dire un motif sacré, si vous voulez. C'est la façon la plus simple de le traduire. Et au fond, par motif, il faut entendre n'importe quelle figure distinctive visible dans l'environnement ou tracée par les humains du moment qu'il résulte d'une action intentionnelle. Autrement dit, un motif sur le dos d'une carapace de tortue est un motif de même type que le motif que l'on va se peindre sur le corps, parce que ce motif sur le dos de la carapace de la tortue a été créé par un être du rêve au début, non pas au début des temps, à l'aurore du monde, disons. Les motifs des êtres du rêve renvoient aux actes donc ordonnateurs accomplis par les prototypes totémiques. Et en reproduisant et en manipulant ces motifs, les humains peuvent se relier aux êtres du rêve et les rendre présents aussi dans des supports extrêmement divers, des dessins sur le sable, des motifs de jeux de ficelle, des peintures corporelles bien sûr, des peintures sur écorce, des motifs tracés sur des objets rituels. Donc les images Yolngu sont l'expression, au fond, la plus visible de l'ordre totémique, en ce qu'elles procèdent directement de ceux qui ont institué cet ordre et qu'elles reflètent la segmentation du monde que ces êtres ont opérée
initialement. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que ces images sont apparues d'abord sur le corps de l'être du rêve qu'elles représentent et qu'elles furent ensuite assignées par lui au patrimoine iconologique du groupe humain qui est associé à ce prototype totémique. Ensuite, parce que ces images sont l'expression iconique des événements qui les ont engendrés et dont elles constituent, au même titre que certains éléments de l'environnement, une trace durable. Enfin, parce que ces images incorporent les qualités et l'agence, la causalité agissante des êtres du rêve, condensant ainsi les propriétés de la classe totémique qui en est issue, ce qui évidemment les qualifie pour un usage rituel. Comme l'écrit fort justement Howard Morphy dans Ancestral Connection, je le cite, une peinture ancestrale Yolngu, disons totémique plutôt qu'ancestrale, même si pour l'expression ancestrale, j'ai dit pourquoi l'expression ancestrale n'était pas la plus appropriée. Une peinture totémique Yolngu, disons, c'est du comportement ancestral emmagasiné, c'est-à-dire c'est du comportement des êtres du rêve solidifié dans un motif. Alors, pour mieux comprendre tout ceci, le mieux c'est d'examiner l'une de ces images, l'un de ces paysages, et je prendrai pour cela une peinture sur écorce qui a été très précisément commentée par Howard Morphy, ce qui nous permettra de mieux comprendre les principes de constitution de ces images, principes qui sont extrêmement complexes. Donc, ici, on a une peinture sur écorce qui dépeint un événement mythique qui se réfère au voyage d'un être du rêve, ou d'êtres du rêve, qu'on appelle les Guwak, et qui sont c'est le nom que l'on donne à une espèce de coucou. Voilà le coucou. Comme je l'ai dit, les êtres du rêve portent souvent des noms d'animaux, mais ces noms sont en fait plutôt des indices d'une qualité au moyen desquels on va désigner une espèce animale. Cela dit, les qualités de l'espèce animale sont néanmoins visibles dans certaines des qualités de l'être du rêve, et comme on le voit ici dans la peinture, par exemple, le bec, la forme des yeux, etc. Donc cet événement mythique qui est dépeint ici, là aussi l'expression d'événement mythique n'est pas très appropriée, parce qu'on n'est pas dans le cadre de mythologie classique du type des mythologies amérindiennes, par exemple. Ce récit de fondation, disons, se réfère donc au voyage de Guwak, et le lieu représenté dans cette peinture sur écorce s'appelle Jarakpi, et c'est un lac d'eau saumâtre entouré de dunes de sable sur la côte du golfe de Carpentari. Voilà l'endroit où le lieu se situe, hein, le lac d'eau saumâtre, c'est ça. Donc ici, c'est la côte. Hein. Et voilà une photo du lieu qui, comme vous voyez, n'a vraiment rien de remarquable. Donc là, c'est une photo vue depuis la bordure côtière. Alors, c'est quoi cette histoire? Eh bien, deux Guwak, qu'on voit ici, hein, deux opossums, deux émeus et quelques autres êtres du rêve entreprirent un voyage depuis Burwanidi, un site dans le pays du clan Ritangu, et chaque nuit, ils campaient dans un lieu différent, et les Guwak s'installaient en haut d'un anacardier. Alors l'anacardier est représenté ici.
dont ils mangeaient les fruits. Les opossums grimpaient alors sur l'anacardier, qui, dans cette image, n'est plus représenté par l'anacardier ici, mais par le corps des gouacs. Donc on voit les opossums grimper sur l'anacardier, tout en filant leur fourrure. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs parler de filet pour de la fourrure. En tout cas, ils tressaient leur fourrure pour en faire des longueurs de cordon. Lorsqu'ils avaient filé une certaine longueur de cordon, qui variait dans chaque campement, les gouacs disaient aux opossums d'arrêter, et ce morceau de cordon était donné au clan dans le territoire duquel il se trouvait. Les émeux, ici, voyageaient avec eux, et en perforant le sol avec leurs pattes pour créer des trous d'eau. Ça, c'est la version publique qui est connue par tous les adultes du clan Mangalili, à qui appartient ce récit et qui seuls ont le droit de le figurer. La section suivante de l'interprétation de cette peinture sur écorce est due à un ancien du clan, Narijin, qui l'a raconté à ses fils, et parmi ses fils, il y a donc l'auteur de cette peinture, qui est Banapana. Au cours de leur voyage, donc ça c'est le prolongement ésotérique, les gouacs et les opossums visitent un lieu appelé Garn-Garn, dans le pays du clan d'Arwangu, et là ils parlent à un être du rêve du nom de Barama et lui disent qu'ils cherchent un endroit pour s'établir. Barama leur dit de continuer à marcher vers le sud-est jusqu'à arriver à un pays près de la mer où le sable blanc est brûlant et où la mer est riche en aliments. En arrivant à ce lieu nommé Jarakpi, donc ce lac salé dont on a vu tout à l'heure une photo, ils trouveront un arbre Marawili et ils devront établir leur campement sous cet arbre. C'est donc ce qu'ils firent. Ils trouvèrent l'arbre en question, Marawili étant un nom public pour un arbre, être du rêve, dont on dit qu'il ressemble dans certains cas à un anacardier, et dans d'autres à un casuarina. Dans certaines versions, les gouacs terminent leur voyage à Jarakpi, en s'établissant au bord du lac. Dans d'autres, ils poursuivent leur voyage vers le nord jusqu'au cap Stewart, mais c'est là une autre histoire qui concerne un autre clan. Alors examinons maintenant la peinture. Cette peinture peut se lire aussi comme un itinéraire et comme un paysage. Il est dit dans le mythe que lorsque les êtres du rêve arrivèrent à Jarakpi, le paysage était informe, à l'exception de quelques arbres, et que c'est par leurs actions que les êtres du rêve donnèrent au paysage sa configuration présente. Sous cette nouvelle dimension, le tableau peut se lire de la façon suivante. Quand les gouacs arrivèrent à Jarakpi, ils s'établirent dans un bosquet d'anacardiers. Et donc, en fait, la représentation de l'itinéraire, on passe maintenant ici. C'est ça qui figure le bosquet d'anacardiers, représenté vu du ciel. Là, ils mangèrent, tandis que les opossums tissaient leurs cordons. La première cérémonie Ngara du clan Mangalili fut réalisée par les êtres du rêve après qu'ils eurent préparé tout le cordon de fourrure. Les gouacs utilisèrent la distance entre deux groupes d'arbres, ici et ici, pour mesurer les longueurs de cordon qu'ils donnèrent ensuite aux autres clans, donc ça c'est les longueurs de cordon, qu'ils donnèrent aux autres clans qui se réunirent, qui vinrent les visiter à Jarakpi, à savoir les clans qui partagent avec le clan Mangalili l'être du rêve gouac et l'être du rêve cordon d'opossum.
Les morceaux de cordon devinrent les petits ravins au nord du lac. Passons à la carte. Donc c'est ça. Ça, c'est les morceaux des cordons d'opossum. Chacun de ces morceaux de cordon étant associé à un clan. Les êtres du rêve dansèrent ensuite avec les cordons jusqu'à l'arbre Marawili, qui là est donc à nouveau situé là, et débitèrent encore du cordon. Le plus long morceau fut destiné au clan Mangalili et se transforma en un banc de sable qui borde la berge ouest du lac de Jarakpi. Voilà, donc le banc de sable, c'est ça. Ce banc de sable est représenté sur la peinture par le corps du Guwak de droite. C'est ça. Vous voyez la difficulté d'interpréter cette peinture sur écorce. Une femme, être du rêve du nom de Nyapilingu, vivait déjà dans ce site, à Jarakpi, dans les arbres de l'autre côté du lac. Donc dans la peinture, elle vivait là. Hein? Il faut imaginer que cette partie centrale, c'est le lac en général. Donc elle vivait là, dans les arbres ici et là. En observant les opossums, cette femme apprit à tresser du cordon et elle fit des allers-retours en déposant le cordon au bord du lac qui devint les dunes côtières bordant la berge est du lac. Ah oui, je me suis trompé en fait, la première, pardon, c'est compliqué. Mais le premier cordon est là, enfin il y a déjà ces cordons-là, ensuite il y a ces cordons-là, et puis là ces cordons-là qui sont ceux tissés par cette femme être du rêve dont je viens de parler. Pendant ce temps, les émeux profitèrent de tous ces événements pour perforer donc, le lit du lac pour trouver de l'eau fraîche, mais ils ne trouvèrent que de l'eau saumâtre. De rage, ils jetèrent leurs lances, donc vous voyez, c'est des animaux très humains, dans la mer, et là où tombèrent ces lances, des sources d'eau fraîche surgirent que l'on peut observer à marée basse, c'est-à-dire que c'est des sources d'eau fraîche sous-marine. Et ces sources sont, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est de l'eau qui sourd, de l'eau fraîche qui sourd de la plage à marée basse ou à marée haute, sous la mer, évidemment. Donc la peinture peut être lue comme une carte, et c'est d'ailleurs en l'utilisant ainsi que Narichin, le père du peintre, a expliqué à Howard Murphy les détails d'un voyage qu'il avait fait à Jarakpi peu de temps auparavant. Donc je cite le père du peintre. « Nous sommes arrivés ici, donc ici. Nous sommes arrivés ici, dans la Land Rover. Oui, parce que les temps ont changé. Les aborigènes se déplacent en Land Rover maintenant. Et nous avons progressé dans les dunes jusqu'à un groupe d'arbres. Alors, attendez, voilà, c'est toujours le groupe d'arbres ici. Voilà. Où nous avons campé pendant 2 nuits. Donc là, c'est une histoire réelle, hein, ça rapporte un événement qui s'est passé peu de temps auparavant. Nous sommes ensuite allés à un autre bosquet d'arbres, celui-là, hein, qui était présent dans la Genèse que nous avons évoquée tout à l'heure déjà, où nous avons attendu l'arrivée de Bangara, qui est la femme du narrateur. J'ai ensuite été à l'arbre Marawili pour prier, donc c'est celui-là. Nous avons ensuite construit nos maisons sous les dunes à la fin de la ficelle d'opossum. Donc c'est sur la peinture, ici, les maisons ont été construites ici.
Donc, on voit que la peinture figure à la fois un récit du temps du rêve, la genèse d'un paysage, puisque tout était informe auparavant, une carte schématisant des traits topographiques, puisqu'on voit les choses vues de haut, et la représentation d'un itinéraire personnel, le tout attestant d'un lien intime et profond entre un groupe de filiation, un clan, un lieu et une genèse ontologique. Alors, la structure de composition de l'image consiste en 3 segments qui sont ici indiqués en A, B et C, si vous voulez. 3 segments qui figurent au milieu le lac et d'autre part, de part et d'autre, les dunes qui bordent le lac, qui sont des dunes, vous l'avez vu, qui sont un peu différentes, qui sont les dunes ici, et puis cette espèce de dunes surélevées, enfin de bourrelets surélevés qui est au nord du lac. Le bloc à gauche, le bloc A, représente le côté vers la mer, alors que nous voyons la carte évidemment de l'autre côté, parce que nous faisons des cartes orientées vers le nord, mais ça n'a guère de sens pour les aborigènes de faire la carte orientée vers le nord. La carte est vue depuis le point d'accès où on arrive à ce lieu, c'est-à-dire on y arrive vers le nord, et donc l'orientation est inversée par rapport à celle d'une cartographie normale. Donc la peinture est orientée ici sud-nord. Donc le bloc à gauche représente le côté vers la mer, c'est-à-dire tel qu'on l'approche à pied depuis le nord, et le bloc de droite représente le côté vers la terre. Et cette division correspond en outre à la division des cycles de chants rituels Djarakpi entre les chants d'eau douce d'un côté et les chants d'eau salée de l'autre. On a 2 autres images, 2 autres représentations de ce site, Djarakpi, faites par la même personne, voilà. Et toutes les peintures de Djarakpi, c'est-à-dire toutes les peintures de paysages de ce site particulier, répondent au même code figuratif, de même que les objets sacrés qui leur sont associés, avec ce schème en 3 blocs, eux-mêmes segmentés, chaque partie de la peinture étant associée à un événement et à un lieu. Et on peut prendre ce modèle, si vous voulez, que j'ai tiré de l'interprétation qu'en donne Howard Morphy, qui est au fond le gabarit de lecture de toute la série des images dépeignant un même type de paysage. Donc au fond, il faut s'imaginer que c'est comme si vous aviez la peinture du pont de Bougival par un impressionniste, et cette peinture, elle a un code figuratif qui sera différente de la peinture de la berge de la Grenouillère par un autre impressionniste qui se trouve à 100 mètres de là. Chaque représentation de paysage est définie par un code figuratif particulier. Donc il s'agit d'une grille ou d'un gabarit d'organisation qui prévoit toutes les insertions possibles, c'est-à-dire que c'est un gabarit génératif. Par exemple, les animaux qui ne sont pas figurés dans aucun des images que l'on a vues, mais qui sont mentionnés dans les champs de l'eau salée, par exemple, devront figurer seulement sur le côté mer de la peinture, c'est-à-dire dans le bloc A. Ceux qui sont mentionnés dans les champs de l'eau douce devront être figurés dans le bloc B. Donc on pourrait dire que c'est la topographie du lieu qui fournit le schème figuratif, avec cette segmentation en 3 parties, lac et les 2 bords du lac, mais c'est oublier que cette topographie est aussi
elle n'est pas donnée, elle est le produit d'événements que le schème organise, et d'ailleurs, ce schème respecte les orientations générales, mais ne vise aucunement à l'exactitude cartographique. Donc, en ce sens, le gabarit structure le paysage autant qu'il est structuré par lui. Donc, c'est à la fois un modèle de et un modèle pour. En ce sens, évidemment, ce n'est pas un modèle inculqué. On va apprendre avec sous la forme, par exemple, que je montre là, en enseignant, disons, les différents segments. C'est un schème qui s'acquiert progressivement par la pratique, en observant un paysage, en participant à des rituels, en écoutant des récits étiologiques, et surtout en peignant des images de ce type sous la direction des ancêtres du clan. Donc l'existence de schèmes de ce genre pour tous les groupes de peinture associés à des êtres du rêve spécifiques, à des sites et à des clans, au fond correspond bien à cette idée générale exprimée par les Yongu que tout dans le monde est issu du temps du rêve, que les formes de surface, et ça c'est une expression d'Howard Murphy encore, sont engendrées par des formes sous-jacentes, c'est-à-dire par ces structurations initiales que les êtres du rêve ont données au monde. Et finalement, les humains ne font qu'entretenir et figurer des subdivisions immuables qui régissent la distribution des êtres et des lieux. Donc on le voit, cette peinture sur écorce des Yongu combine de façon originale une pictographie, une héraldique et une topographie, mais traitée de façon générative, c'est-à-dire traitée comme un processus de genèse en train de s'accomplir. C'est une pictographie, car chaque peinture dépeint une séquence d'un récit étiologique concernant des aventures en un endroit précis d'un ou de plusieurs êtres du rêve. Les images, on l'a vu, sont presque toujours découpées en blocs, chaque bloc étant consacré à une péripétie au sein de la séquence, dans le lieu précis où cette péripétie s'est déroulée, ou dont elle est à l'origine, et comportant sous la forme d'animaux et de plantes les êtres totémiques qui furent les protagonistes de ces événements. La position des blocs reflète de façon schématique la situation des lieux les uns par rapport aux autres dans la disposition spatiale dépeinte. Donc on voit qu'en dépit du souci mimétique tout à fait manifeste, ce n'est pas véritablement un paysage au sens européen, ni même d'ailleurs au sens de la peinture chinoise de paysage, puisque les lieux ne sont pas évidemment organisés comme l'espace embrassé par la vue à partir d'un point, donc par le regard subjectif d'un spectateur situé dans une position singulière, mais les lieux sont organisés de façon strictement topographique par rapport à leur disposition dans un espace, au fond, tout à fait objectif, car c'est un espace allocentré ou géocentré. Il peut paraître très subjectif, parce que c'est un espace qui est en cours de constitution, formé par les actions d'êtres du rêve, etc., mais il est néanmoins très objectif, en ce sens qu'il n'est pas dépeint à partir d'un point de vue singulier. En outre, les éléments du relief, ou les composantes organiques des êtres du rêve qui se transforment en éléments du relief, sont très stylisés. On l'a vu, un cercle représente un trou d'eau, un feu, un campement, une noix, tandis que des lignes en pointillés représentent un nuage ou un bosquet ou une source. Et selon la signification accordée à ces motifs, le même bloc dans la même peinture peut donc servir de support à plusieurs événements à l'intérieur d'une même séquence,
à condition que les événements en question se soient tous déroulés, évidemment, dans le même secteur topographique. Donc ce qui compte, c'est la localisation dans un secteur particulier. Mais chacun des éléments à l'intérieur de ce secteur peut servir à signifier plusieurs événements. Cette disposition permet donc de suivre un trajet, ou de retracer un trajet d'être du rêve, mais aussi un trajet accompli à présent, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les mêmes lieux par un membre du clan. Et la composition en blocs reflète ainsi un schème spatial réel, au fond un gabarit, qui rend possible l'insertion de toutes les histoires qui se sont déroulées en ce lieu, au temps du rêve, comme aujourd'hui. Donc chaque peinture sur écorce Yongu, il y en a beaucoup, figure à la fois un récit ordonnateur du temps du rêve, l'engendrement d'un paysage, une carte schématisant des traits topographiques et en même temps aussi une sorte d'écu armorial, l'ensemble attestant d'un lien très profond entre clan, site et genèse ontologique. Alors évidemment, il s'agit de paysages au sens de transfiguration in visu, dans la mesure où chaque peinture sur écorce représente un morceau de pays, à la fois iconique, puisque des éléments caractéristiques d'un site y sont reconnaissables, un arbre, une source, un lac, etc., mais en même temps représentés aussi de façon indicielle, puisque les motifs totémiques constituent autant de traces des actions laissées par des prototypes totémiques, traces qui prennent place à côté de l'image de ceux qui les ont laissées. Mais ces peintures, et c'est là tout leur intérêt, sont aussi bien plus que des paysages. Elles figurent avec beaucoup de subtilité un trait tout à fait paradoxal de l'ontologie totémique, à savoir le fait qu'il s'agit d'une part d'un ordre transcendant, car c'est un ordre extérieur et supérieur aux individus, en même temps qu'un ordre immanent, puisque personne n'est en mesure de le totaliser. Il n'y a pas de point de vue qui permette d'objectiver cet ordre transcendant. Et c'est une des particularités, au fond, du totémisme, puisque chacune des classes regroupant humains et non-humains, chacune des classes totémiques, donc, est ontologiquement autonome. Chacune de ces classes constitue une totalité intégrale, autosuffisante, puisqu'elle fournit le cadre de l'identification de ces composants humains. Et c'est exactement ainsi que se définissent les segments totémiques chez les Yongu, en particulier les clans et les moitiés. Aucune totalisation n'est donc possible de l'intérieur. Et c'est ce que montrent fort bien les images. Non seulement ces images ne figurent chacune qu'une toute petite partie des déterminations ontologiques d'une classe totémique, c'est-à-dire un site bien circonscrit, et les quelques êtres du rêve qui ont fait ce site tel qu'il est, mais chacune de ces images est en outre divisée en blocs qui sont clairement différenciés et qui viennent donc renforcer cette impression de segments autonomes. Passons maintenant au paysage du désert central. Alors, c'est des images que vous connaissez tous, parce que de toutes les images produites par les aborigènes australiens, ces peintures sur toile des peuples du centre de l'Australie sont celles qui ont le plus attiré l'attention des spectateurs en Occident, notamment celles qui ont rencontré le plus grand succès sur le marché de l'art. J'en donne un exemple ici parmi des milliers d'autres. Donc on se situe là, dans le désert central de l'Australie, avec des populations qu'on a déjà, que j'ai déjà évoquées la leçon dernière, les Walpiri, les Pitjantjatjara, les Pintupi, etc.
Et évidemment, les amateurs d'art apprécient ces peintures pour la vigueur qu'elles manifestent dans l'abstraction, dans ce qui paraît de l'abstraction, qui n'en est pas, on le verra, dans les couleurs assez franches et contrastées, c'est de l'acrylique, dans la technique pointilliste qui semble empreindre les motifs d'une sorte de pulsation. Pourtant, ce mode d'expression ne date que d'une quarantaine d'années, lorsque des fonctionnaires australiens, et notamment l'un d'entre eux qui est devenu très célèbre à cause de ça, Geoffrey Barden, a donné des toiles et de la peinture aux populations du désert central pour les inciter à peindre ce qu'ils dépeignaient auparavant sur leur corps, sur les objets rituels, ou qu'ils dessinaient sur le sable. Et donc, au fond, cette peinture, elle est le prolongement sous une autre forme, avec d'autres moyens, d'une riche tradition iconographique très ancienne, qui s'exprimait auparavant sur des supports éphémères, ou sur des supports plus durables, effectivement, comme les images incisées sur les objets rituels. Ces peintures, tout à fait comme celles qu'on a vues auparavant des Yolngu, représentent des segments d'itinéraire des êtres du rêve et les traces que les aventures de ces êtres du rêve ont laissées à la surface de la Terre et qui constituent le paysage actuel. Donc, ces peintures sont une façon de figurer des événements du temps du rêve et les effets de ces événements sur la jeunesse du relief et des principales caractéristiques de l'environnement. Mais à la différence de ce qui se passe en terre d'Arnhem, les prototypes totémiques n'apparaissent jamais directement, en tout cas dans les tableaux, même si leur causalité intentionnelle n'en est pas absente. Par exemple, chez les Walbiri, les motifs des êtres du rêve sont dits investis d'une puissance générative qui fait qu'on les emploie au premier chef dans des entreprises orientées vers la reproduction de la vie, c'est-à-dire c'est la croissance des enfants, le maintien de la fertilité du monde, les rites de multiplication des espèces et même l'attraction magique de partenaires sexuels. Au niveau le plus immédiat, toutefois, les motifs servant à illustrer des histoires du temps du rêve étaient, dans leur usage le plus commun, des dessins que l'on faisait sur le sable pour accompagner un récit en ponctuant les divers épisodes par la figuration donc des empreintes laissées par les protagonistes de ce récit. Vous voyez, comme ici par exemple. Et vous allez voir, lorsqu'on examinera plus attentivement les différents types de motifs, que l'on reconnaît là, ce n'est pas difficile d'ailleurs, des traces de pas, des cheminements, des haltes qui correspondent à des traces laissées dans l'environnement par différentes espèces. Donc le code pictographique est bien établi, un cercle c'est un campement, des lignes en étoile à partir d'un cercle c'est des mouvements par rapport à un site central, un demi-cercle figure une personne immobile, ce sont la marque des fesses sur le sable. Divers signes stéréotypés représentent de façon schématique mais tout à fait réaliste les empreintes de pas qui sont laissées par tel ou tel être du rêve dans son avatar animal. Donc voici quelques exemples que j'ai empruntés au grand livre de Nancy Munn, Walbury Iconography. Voilà aussi des déplacements dans l'espace, vous voyez des déplacements de campement en campement, des déplacements par rapport à un campement central, une pérambulation dans une région. Là, c'est une histoire, je n'ai pas besoin de vous la lire, vous la voyez. Et à chaque fois, si vous voulez, les protagonistes sont plus nombreux, et le rond signifiant ici un feu, hein,
Et ici, on met le coupable de l'inceste au milieu du feu, et il brûle, observé par ses frères. Voilà, et ça, c'est des motifs aussi, mais qui sont anciens, puisque ce sont des motifs rupestres. Donc, c'est un langage graphique, hein, tout à fait standardisé, qui se rapproche d'une pictographie, dans la mesure où il est composé de graphèmes, de bases, qui sont combinables entre eux de manière séquentielle, donc comme toute pictographie, et qui sont affectés d'un de plusieurs référents constants. Le trou, en effet, enfin le cercle plus exactement, peut désigner un trou d'eau, un feu, un rocher, etc. Les signes et les référents sont, et c'est ça qui est très intéressant, les mêmes, par-delà les frontières linguistiques entre groupes. C'est d'ailleurs assez courant dans les pictographies. Et ça fait de cette pictographie un véritable moyen de communication interculturelle, c'est qu'on peut déchiffrer ces pictogrammes indépendamment des affiliations linguistiques. Donc il s'agit aussi d'une figuration iconique, mais dans laquelle l'iconicité est de nature indicielle, en ce que la qualité reconnaissable du prototype figuré dans l'image, c'est la trace qu'il va laisser d'une partie de son anatomie imprimée en négatif sur le sol, les pieds, la queue, l'arrière-train, etc., etc. Il y a donc continuité physique entre le signe et le référent, comme dans un signe indiciel, et c'est aussi un signe iconique, puisqu'il y a une ressemblance minimale entre l'image, donc l'empreinte inscrite en creux, et son référent, à savoir ce dont cette image est la trace. Cette iconographie s'apparente également à une cartographie, plus exactement aux routes tracées par les navigateurs sur les cartes marines. Et au lieu de figurer l'ensemble des éléments significatifs d'une portion d'espace, comme c'est le cas dans une carte ordinaire, les motifs vont figurer un itinéraire suivi par un être du rêve dont les étapes successives ne sont pas définies par la présence préalable d'un élément remarquable du relief, mais deviennent au contraire, en raison d'une péripétie de la vie de cet être du rêve, le lieu de surgissement de cet élément topographique singulier. Donc à chacun des motifs standardisés, figurant une empreinte laissée par un prototype totémique, correspond un trait caractéristique de l'environnement, la trace laissée par un kangourou lorsqu'il s'est assis devient un point d'eau, la ligne sinueuse tracée par la progression d'un serpent à former le lit d'un ruisseau, les œufs déposés par le python sont devenus des rochers. Alors on va examiner maintenant là aussi des images pour comprendre le principe de leur constitution. Et là je m'appuie sur les analyses qu'a proposées Fred Myers dans son livre Painting Culture à propos de peinture des Pintupi, donc du désert central, et en l'occurrence il s'agit d'une peinture d'un monsieur qui s'appelle Wuta Wuta Changala et qui désigne la colline de Chukanina. Alors c'est une histoire, bien sûr, qui est figurée ici. On va en voir d'autres variantes. Et ça, c'est un sketch, un croquis, pardon, l'anglicisme. C'est un croquis que Fred Myers a fait d'une peinture et dans lequel il situe les différents éléments du paysage qui, en fait, représentent cette colline. Et c'est donc une histoire, encore une fois, de genèse d'un élément du paysage. Il s'agit d'étapes sur le trajet d'un homme du rêve qui s'appelle Vieil Homme, Yina, et c'est un thème favori de ce peintre Wuta Wuta Changala. Donc le vieil homme commence son voyage à Kampuranga, dans les Henty Hills, il voyage vers l'ouest pour faire étape à Chukanina. Chukanina, c'est donc ici. La grande colline de la photo
est visible sur le croquis donc, de cette peinture faite par Fred Myers en 1974, et c'est la zone 1. C'est ici la colline. Hein. Lieu où le vieil homme s'est allongé. La zone 2 indique l'endroit où le vieil homme a déféqué, qui est un lieu d'ensorcellement, et parce qu'il a déféqué des objets d'ensorcellement. Et les deux marques qui sont ici, qui sont ces marques de pieds, sont les traces de ses pieds lorsqu'il s'est accroupi pour déféquer. Donc c'est très réaliste. Le grand carré central autour du cercle est en fait une zone couverte des étrons de Wuta Wuta Changala. Le cercle en 4 ici, c'est la tête du vieil homme lorsqu'il était allongé, tandis que les autres cercles représentent des trous d'eau qui ponctuent les oueds qui descendent de la colline centrale. Depuis Chukanina, un vieil homme a continué sa route vers l'ouest, vers Ngurapalangunya. Voilà donc un autre site avec le même être du rêve, à qui il arrive d'autres, enfin, qui fait d'autres choses dans ce site, et qui donc façonne aussi ce site, et c'est la représentation de ce site façonné. C'est une zone qui comporte 3 sites distincts. Le site marqué donc en 1, ici, est une grotte appelée Chunta Murtunya, dont le nom est dérivé d'un être du rêve qui était là avant l'arrivée de vieil homme, qui s'appelle Chunta Murtu. C'est l'endroit d'où procède le totem de conception du peintre de ces peintures. Cet être qui résidait là, dans la grotte, fut effrayé par l'arrivée de vieil homme, parce que ce vieil homme était chargé d'objets de sorcellerie. Donc Chunta Murtu s'enfuit dans la grotte et en éjecte les objets sacrés qui s'y trouvaient pour se faire de la place. Ces objets sont devenus la colline Wintalinga, qui est là, qui se trouve au sud des grandes... Alors, encore une fois, ne tenez pas compte de l'orientation de l'image qui ne correspond pas du tout à une orientation nord-sud, qui se trouve au sud des grandes cuvettes d'argile, c'est-à-dire ça, hein, grandes cuvettes d'argile, lesquelles furent créées par la danse de 2 femmes êtres du rêve, Kunga et Kujara. Après la pluie, des plantes appelées Mungilpa vont éclore dans ces cuvettes d'argile, plantes dont les graines sont mangées par les pintupis sous forme de boulettes. Et les boulettes, c'est ça. C'est en mangeant 3 de ces boulettes que la mère du peintre l'a conçu, c'est-à-dire que les semences des prototypes totémiques contenus dans ces boulettes sont pénétrées en elle et ont donné naissance au peintre. Nouvel épisode, le vieil homme va à Yumarinya, un trou d'eau en forme de X. Donc voilà la photo du trou d'eau, on voit bien la forme en X. Hein. Et la peinture, quand fait Wuta Wuta Changala. Donc la peinture représente la forme, avec fidélité, la forme du point d'eau en X, qui résulte de la forme du corps du vieil homme lorsqu'il se couche sur le sol. Le cercle du centre, ici, donc, représente son nombril. Le cercle du bas représente sa tête. Le cercle ici est son bas-ventre, couvert par un tablier pubien.
et la ligne oblique partant à gauche vers le haut figure ses jambes, donc là, et la ligne qui descend vers le bas représente sa ceinture, laquelle a laissé une marque colorée à l'intérieur du trou d'eau. Enfin, la ligne qui descend vers le bas à droite figure la lance du vieil homme et aussi les motifs qu'il portait sur les flancs. De cet endroit, vieil homme se leva dans la nuit pour copuler avec sa belle-mère. C'est une grande obsession des aborigènes australiens, c'est l'inceste absolu. Et donc, ça vient très très souvent dans les histoires des êtres du rêve. Donc, c'est une terrible infraction aux règles de l'Alliance. On ne peut pas faire pire en Australie. Et aussi de la bienséance, d'ailleurs. Et c'est cet acte qui a donné naissance au lieu Yumaringa, qui signifie littéralement belle-mère. Alors, ce peintre, Wuta Wuta Tjangala, a peint de nombreux tableaux de Yumaringa. C'est un privilège dont il jouit du fait que sa mère l'a conçu non loin de là et que ce site fait donc partie de son pays, en somme. Mieux, il forme la base de son identification au lieu dont les êtres du rêve qu'il dépeint sont à l'origine. Alors, on va voir un exemple. Là, c'est un simple croquis, on n'a pas la photo, mais Fred Myers a fait le croquis alors que Wuta Wuta Tjangala était en train de peindre ce tableau. C'est une peinture de 1981 qui a été réalisée peu de temps après une visite à Yumari, alors que le peintre et d'autres artistes planifiaient un retour dans leur territoire traditionnel, et plus particulièrement dans le cas de Wuta Wuta Tjangala à Yumari, qui est son site totémique. L'iconographie de cette peinture est donc marquée par ces circonstances particulières. Wuta Wuta Tjangala revenait constamment, lorsqu'il peignait, sur le fait que les ossements de ses parents, c'est-à-dire de son père et du frère de sa mère, étaient enterrés là. Et donc la forme en X du point d'eau est aussi là toujours nettement visible, évidemment. Et c'est le schème visuel central qui fait coïncider la forme physique du site et la forme physique du corps de l'être du rêve, vieil homme. Donc là, la tête est en 1, comme dans la précédente d'ailleurs, couvert d'une coiffure rituelle. Son pénis est en 4, ici. Parmi les cercles qui l'entourent et qui figurent des petites dépressions dans la plateforme rocheuse du point d'eau, donc ces cercles-là, l'un d'eux représente la vulve de sa belle-mère. Donc cette présence de plus en plus massive au fil des peintures du corps métamorphosé de l'être du rêve, aux dépens de toute référence à d'autres éléments de l'environnement, peut être interprétée comme, c'est en tout cas l'interprétation que propose Fred Myers, comme la prise de conscience de plus en plus aiguë par Wuta Wuta Tjangala, à mesure qu'il vieillit, de l'identité ontologique, en somme, qui le relie à ce prototype totémique. Autre peinture, toujours en 81, quelques semaines après la peinture précédente, Wuta Wuta Tjangala a peint un autre tableau, Yumari, tableau très grand et visuellement assez spectaculaire. Il fait d'ailleurs partie à présent des collections du National Museum of Australia. Alors en fait, c'est une synthèse iconographique qui combine l'histoire du vieil homme, Yima, et celle de Chuntamurtu, l'autre être du rêve. Selon Fred Myers, qui était présent lorsque le tableau fut peint, la grande figure centrale, donc celle-là, c'est Chuntamurtu. La forme ondulante du bas, ici, est l'être du rêve Liru. Liru, c'est un serpent
un être du rêve tout à fait caractéristique des populations de l'Australie centrale, qui a voyagé depuis, vers l'ouest plutôt, depuis le mont Wedge, rencontrant sur sa route différents personnages. Vieil homme est figuré sous la forme de son pénis, qui est ceci. Tandis que les cercles de part et d'autre du serpent représentent les femmes Kanaputa que le serpent Liru a rencontrées lors de son voyage. Quant à la figure centrale, on pourrait peut-être l'interpréter comme étant le peintre lui-même, le peintre Wuta Jangala, sous les espèces de l'être du rêve Chuntamurtu, lequel est son totem de conception, installé donc d'une certaine façon au cœur de son pays. Et les cercles autour de la figure représentent des rochers situés autour de la grotte où Chuntamurtu s'est réfugié. Vous voyez la polyvalence sémantique de ces motifs. Quelques mots de conclusion, parce que je vois que l'heure avance. Donc, voilà d'autres représentations par Wuta Jangala, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui, au fond, représentent à chaque fois aussi une partie du paysage que l'on a vu auparavant. Donc, on voit à travers ces exemples que les motifs dépeints sur ces toiles des aborigènes de l'Australie centrale, comme ceux d'ailleurs qui sont gravés sur les objets rituels comme les Choinga, figurent tout à la fois des traces des prototypes totémiques, les événements que ces traces évoquent, les sites que ces traces sont devenus, les itinéraires qui relient ces sites, et enfin, par métonymie, la présence toujours active des êtres qui sont à l'origine de tout cela. Là encore, à l'instar des images Yolngu, il s'agit de la transfiguration in visu, d'une transfiguration in situ, autrement dit, de la reproduction à une autre échelle, par les humains, de la mise en forme de l'environnement dont jadis des non-humains furent les instruments accidentels. Comme avec les peintures sur écorce de la terre d'Arnhem, on peut aussi parler dans ce cas de paysage, puisque chaque toile représente un site bien délimité, où se déroula, au temps du rêve, un événement saillant, quoique cette représentation, évidemment, soit beaucoup plus indicielle et beaucoup moins iconique que dans le cas des peintures sur écorce Yolngu. De ce fait, à la différence de la tradition picturale européenne, la figuration du paysage ne prend pas l'apparence, disons, d'une scène contemplative, mais de la restitution fidèle en miniature de trajets de morphogénèse qui sont éventuellement interconnectés, sans que ces trajets soient pour autant jamais intégrés dans un espace homogène. Et l'imagerie paysagère du désert central donne ainsi à voir un mouvement sur une surface analogue à celui accompli par un être du rêve, un mouvement qui, au fond, restitue les conditions originaires de mise en ordre du monde, sans influer pour autant sur ce monde dont la structuration est achevée depuis longtemps. Il s'agit en somme de rendre présent une structure accomplie, mais dont les effets sont toujours vivaces en reproduisant de façon schématique les moments clés de la genèse de cette structure et les événements qui ont permis qu'elle s'inscrive à la surface de la Terre. Et les peuples du désert central ont choisi pour ce faire de représenter un fond sans figure, les traces d'action dont les actants ont disparu, par contraste avec la synthèse des Yolngu
de la Terre d'Arnhem, qui donne à voir en même temps les prototypes du temps du rêve et les traces de leur action, c'est-à-dire, au fond, l'ordre totémique en train de s'actualiser dans l'environnement. Voilà. La semaine prochaine, je m'intéresserai aux observatoires, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des lieux privilégiés, définis, prédéfinis, qui permettent d'obtenir un point de vue sur le monde analogue à un paysage? Merci.